Dans cette vidéo, nous allons présenter l'environnement de machine learning actuel de Rust et comment nous allons l'exploiter tout au long de notre formation avec le machine learning avec Rust. Bon, déjà, nous sommes ici sur la première librairie qui est d'ailleurs l'une des plus connues et l'une des plus utilisées, qui est NGArea, qui est l'équivalent de NumPy. Pour ceux qui ont fait Rust, pour ceux qui ont fait Python, pardon, ils connaissent l'importance de NumPy. Donc ici, ça nous permet de faire des tableaux, de l'indexation. Et ici, d'ailleurs, nous avons une comparaison Rust-NumPy. Ici, on peut créer des tableaux, on peut faire des arrange, on peut faire des link space, on peut initialiser des tableaux, on peut... en fait, toutes les opérations sur les tableaux en Rust sont faites par ce create-ci. Il est très précis, très bien optimisé. Donc, c'est la première librairie. Donc, on va juste retenir de cette librairie quel est le NumPy de Rust. Très bien optimisé. Tous les calculs, je pense aussi qu'on va l'utiliser pour les calculs tensoriels, si je ne me trompe pas. Après, on va passer directement à une autre librairie parce que le but, c'est de rendre la vidéo moins longue possible. On va passer à cette librairie qui est Malgebra, qui permet de faire l'algèbre linéaire et le calcul mathématique. Déjà, les gens vont se poser les questions que pourquoi on va faire l'algèbre linéaire sur du machine learning. Et la simple réponse, c'est de dire que l'intelligence artificielle, c'est à 80% des mathématiques et 10% de code. Donc, le code est juste là pour modéliser les formules mathématiques. Donc, déjà, l'intelligence artificielle, il faut pas, je ne vais pas dire être très fort en mathématiques, mais il faut être assez stable en mathématiques, avoir un raisonnement assez moyen pour pouvoir comprendre correctement comment fonctionne le machine learning. Donc, ici, c'est Malgebra. C'est assez compliqué. On va pas essayer d'explorer. Ici, on voit que vecteur et matrice. On a décomposition de l'arcpat. On a point de transformation qui sont toujours des matrices. Retenez qu'on utilise beaucoup de matrices en intelligence artificielle. Tout est matriciel. Parce qu'avec les matrices, ça nous permet de facilement faire les opérations, concaténation, multiplication, addition et autres. Ici, on a Malgebra Space, point de matrice creux, programmation WASM et embarqué. Voilà. Et ce qui est aussi très marrant avec les modèles d'IA qu'on fait avec Rust, c'est que avec Rust, on est plus tenté à faire de l'IA et directement l'utiliser dans les systèmes productifs comme l'embarqué. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des librairies auront un côté embarqué, auront un côté WASM. Et le WASM ici est aussi compatible avec les interfaces utilisateurs. Donc, ça veut dire que la plupart de ces bibliothèques sont orientées embarquées ou interface utilisateur. Ici, sans plus tarder, on va passer à la prochaine librairie qui est l'EMFA. Voilà. Ici, ils ont donné une brève description. L'EMFA vise à fournir une boîte à outils complète pour la construction des applications automatiques en Rust, proche de l'esprit de Python Scikit-learn. Donc, on va dire que si l'EMFA, c'est le Scikit-learn de Rust. Donc, ça, ce sont les équivalences pour ceux qui viennent du monde de Python et pour ceux qui n'ont jamais fait d'IA et qui vont commencer sur cette vidéo. On va juste dire que l'EMFA, c'est une librairie traditionnelle de machine learning. Je dis traditionnelle pourquoi? Parce que les méthodes qui sont ici sont les méthodes de base, pionnières, qui ne sont plus pour la plupart très utilisées aujourd'hui, mais qui restent des méthodes à maîtriser si on veut facilement évoluer. On a du regroupement qui est DBSCAN, on a le noyau, on a la régression linéaire qui est une fonction assez fabuleuse en machine learning, très connue. On a la fonction logistique, très connue aussi. On a les hiérarchiques, classification hiérarchique. On parle là des modèles d'arbres. Donc, modèle d'arbre, régression linéaire, régression logistique, c'est très connu. NN, ici on a les voisins les plus proches. Donc, les algorithmes les plus qui sont à la base, parce que ces algorithmes sont plus trop utilisés, mais je vais dire que tous les algorithmes qui sont conçus aujourd'hui, on poursuit ces algorithmes. Soit ce sont des variantes, soit ce sont des combinaisons. Donc, ces algorithmes, certes, ne sont plus utilisés individuellement, mais les gros algorithmes utilisés aujourd'hui sont leurs combinés. Donc, il est toujours très essentiel d'avoir un œil dessus. Ici, on va passer à la prochaine librairie qui est SmartCore. SmartCore aussi, ça fait un peu de l'algèbre linéaire et ça fait aussi un peu de graphique. Donc, vous allez voir, voici un exemple de graphique que SmartCore peut faire. On a Supervised Learning, Unsupervised Learning, Model Evaluation. Donc, avec SmartCore, vous pouvez faire de l'algèbre linéaire et, on va dire quoi, du calcul numérique. L'optimisation, vous pouvez faire
Et aussi le plus important, c'est de travailler sur des types génériques ou bien de travailler sur des éléments génériques, on va dire ça comme ça. Donc, Smart Core aussi intègre aussi de l'algèbre linéaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la mathématique est partout en intelligence artificielle. Ici, on a Roslen, qui est un create qui permet de... ils disent quoi? Ouais, qui permet de créer des tableaux. Bon, moi, au départ, j'ai pensé que j'ai confondu cela avec une librairie qui permet de créer des réseaux de neurones. Ici, il permet de créer des tableaux, des tenseurs. Et il va dire que pour chaque librairie, vous avez des exemples. Ici, ils ont donné un code d'exemple. Ici, vous pouvez voir Rustlen Dataset Iris. Donc, les mêmes datasets que vous avez en Python, vous pouvez les avoir en Rust aussi. Parce que Iris, c'est un dataset de Python. Moi, je l'ai utilisé en Python. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir cela aussi en Rust et l'exploiter. Avec cette librairie-ci, vous pouvez faire des modèles connus tels que le Random Forest, qui est très connu, très utilisé. Et ce sont des modèles d'arbres aussi très exploités. Voilà. Donc, on a fini pour cette librairie Rustlen. Ici, on va entrer dans le PyTorch de Rust, qui est Tosh. Donc, je vais dire c'est un peu une imitation. Donc, ici, c'est le PyTorch de Rust. Il y a PyTorch en Python. Et ça, c'est le PyTorch de Rust. On l'appelle Tosh. Ils disent que liaison de Rust pour PyTorch. On dit que Tosh Create a pour but de fournir une sous-couche légère d'API de PyTorch. Il vise à rester aussi proche que possible de l'API C++ original. Donc, on va dire déjà que PyTorch est fait en C++ et on l'a plus connu sur le langage Python. Mais ici aussi, on a PyTorch qui est greffé sur la surcouche de PyTorch en C++. Bon, en soi, cette librairie est très riche, mais n'est pas très utilisée. Bon, je ne sais pas pourquoi, moi aussi, je n'utilise pas beaucoup dans mes optimisations, mais elle a un potentiel énorme. Si elle est greffée avec Rust, elle peut toujours délivrer des puissances assez élevées. Ici, on va passer sur une prochaine librairie qui est Burn. C'est le nouveau venu. Burn est là depuis, on va dire, 3 ans, 2 ans. Et c'est le nouveau moteur d'inférence pour les plus gros modèles de Rust. Et vous pouvez voir ici entraînement rapide, flexibilité, portabilité. Donc ici, quand on parle de portabilité, c'est pour dire qu'on peut facilement l'étendre soit sur de l'embarqué, soit sur un site web. Donc c'est l'avantage avec Rust que les concepteurs ont pensé dès la base à comment exploiter les modèles. Et ici, je vais dire, c'est pour ne pas dire le plus gros framework de deep learning en Rust. Très bien conçu, qui gère très bien la notion des tenseurs, des tableaux et tout ce qui va avec. On va passer au prochain outil qui est DFDX, qui est une bibliothèque de tenseurs et de réseaux de neurones par CUDA. Donc ici, vous allez voir les librairies que nous allons maintenant aborder seront plus ces librairies de deep learning. Ici, à la base, nous avons les tenseurs. Donc ce concept de tenseur, vous devez prêter correctement attention. Et un tenseur d'ordre 0, c'est un scalaire. On va dire qu'un tenseur d'ordre 1, c'est un vecteur. Un tenseur d'ordre 2, c'est un tenseur. Donc, ces notions, vous devez les brosser. Et ces frameworks ont tous pour base les tenseurs. Si on rentre dans Burn, vous allez voir que le premier chapitre de Burn parle des tenseurs. Et ici, vous avez les méthodes DFTX. Voilà. Ce qui est très bien, ils ont fait une comparaison DFTX, NumPy et PyTorch. Et ici, là, ça se passe très bien. Ça veut dire que DFDX aussi permet de à la fois gérer les tenseurs et se comporter comme un framework de deep learning. C'est pour ça qu'on l'a comparé avec PyTorch et NumPy. Donc, cet environnement est aussi très bien. Ici, on a OMX. Et OMX, ici, c'est du lourd. Donc, ce sont on va dire, des moteurs d'inférence. Les moteurs d'inférence, on va dire, des librairies qui permettent de faire tourner les LLM. Ici, on va citer un peu ceux qui l'utilisent. On va citer ici, ils nous disent que permet de fournir d'exécution Huawei Compute Architect Neural Network. Donc, vous voyez déjà, c'est une librairie qui est très utilisée. Huawei l'utilise déjà pour plusieurs de ses projets. Ici, on a une comparaison entre OMX et d'autres outils. On a Tensor de code. Ouais. On a un tas de comparaisons là qu'on ne peut pas tout aborder dans cette vidéo. Mais on va retenir que ONX est une librairie assez utilisée déjà. Moi, par contre, je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'ai tendance à faire plus les modèles en dur. Mais je pense que cette librairie est très bien. On va maintenant aller sur Tokenizer. Tokenizer, ici, là, ce n'est pas une librairie de deep learning en tant que telle, mais elle est essentielle dans le sens où, quand on va entraîner un réseau de neurones,
on ne va pas directement lui donner soit les images, soit le texte. On va tokeniser. Ça veut dire que quoi? Les lettres ou le texte va se transformer en vecteur. Un vecteur de nombre. Et c'est ce vecteur de nombre-là qu'on va donner aux autres neurones. Parce que les autres neurones en soi ne suit pas, ne comprend pas les chiffres et les lettres ou les images, qui comprend les vecteurs de nombre. Et c'est cette librairie-ci qui nous permet de faire cela. Et vous allez voir, elle est très en relation avec le NLP, parce que le NLP va beaucoup gérer soit le langage humain, soit le texte, soit les notes vocales. Donc, cette librairie est très utilisée pour gérer les NLP et autres, parce que généralement, la tokenisation des autres est plus facile, mais en NLP, la tokenisation est primordiale pour entraîner les modèles. C'est pour ça que vous allez voir ici, on parle de RustBet. RustBet, ce sont les modèles de NLP les plus connus au monde. Donc, on ne va pas entrer dessus, ce sont les Transformers et encodeur-décodeur. Ici, on va entrer sur, voilà, l'une des plus grandes librairies de data frame. Polar ici c'est le pandas de Rust. Donc ici, Polar, c'est un data frame qui est basé sur Apache Arroy, qui permet de gérer correctement les données. Donc, je pense qu'en Rust, ou bien il y a Apache, Apache, ça ne vient pas. Il y a Kafka, dans les autres langages connus, il y a Kafka. Il y a Apache qui permet de gérer les données à grande échelle. Ici, là, c'est Apache Arroy qui est la source de Polar. Donc, Polar ici permet déjà de traiter les données, gérer les données à grande échelle, lisser les données, peut-être aussi enlever les bruits. Parce que quand on a la donnée, on doit d'abord traiter les données pour que l'entraînement soit aussi de manière la plus optimale possible. Donc ici, nous avons Polar qui est le pandas de Rust, qui est aussi bien à connaître. Ici, nous avons la librairie, si on l'appelle Laster. Elle est aussi basée sur Apache Arroy. Elle fait le même travail que Polar, mais c'est juste que elle a un peu de différence dans le sens où elle ne peut pas gérer le même volume. Ici, maintenant, c'est à propos du volume. Polar on va dire quoi, est très extensible. Alors qu'ici, Laster doit être un framework minimaliste. Donc, la différence est au niveau de la taille et de l'utilisation. Mais si les deux sont basés sur Apache Arroy, ça veut dire que de base, les deux ont les mêmes caractéristiques et peuvent délivrer les mêmes performances. Donc, c'est tout ce qu'on va retenir des deux librairies ici. On va aller sur Plotter. Plotter, c'est le matplotlib de Rust qui permet de faire des graphiques comme vous pouvez le voir ici. J'ai essayé des graphiques avec ça et j'ai conçu des graphiques. C'est quand même assez compliqué, mais ça reste quand même une alternative à Matplotlib. C'est assez compliqué de faire ces graphiques-ci. Surtout quand on veut visualiser rapidement pour avancer, c'est assez compliqué. Et du coup, moi, je préconise encore Matplotlib. Mais avec le temps, je pense que cette librairie-ci va s'améliorer et elle sera plus facile à utiliser. Et cette librairie-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle a une extension qui permet de l'utiliser comme Matplotlib avec du code extensible qui est EXVR. Donc, c'est une extension qu'ils ont créée qui se connecte à Jupyter où on peut faire afficher les graphes directement comme sur Python. Donc, c'est un create qui est aussi très utilisé quand on a vraiment le temps de faire des jolis graphes, mais quand on veut visualiser rapidement pour passer, c'est pas facile. Ici, on a le dernier create qu'on va visiter et ce sera Arcel, qui est un framework de GPU, CPU de Rust. Et vous allez voir que c'est relativement jeune, avec juste 13 000 téléchargements et 6 versions, on va dire 6 mises à jour. Donc, c'est un framework qui permet de travailler sur des GPU et CPU. Ils ont aussi CUDA. Donc, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement de Rust. Et néanmoins, ce n'est pas tout. J'ai cité ceux qui sont les plus utilisés, mais il y a d'autres outils qui sont aussi assez formidables que je n'ai pas cités. Bon, mes favoris ici, c'est Burn. Mon favori, c'est Burn. J'utilise beaucoup Burn. À part Burn, j'utilise aussi Candle. Candle, je ne l'ai pas cité, comme je l'ai dit, il y a beaucoup, je n'ai pas cité. À part Candle, j'utilise aussi Polar, parce que je travaille aussi sur de grandes quantités de données. J'utilise aussi Polar. Et le reste, j'utilise NGArea. Et le reste, généralement, je les code en du. Donc, c'est tout pour l'environnement de machine learning de Rust. Et c'était cette présentation. La prochaine vidéo, on va voir une présentation détaillée des grands titres de la formation. Et après, on va lancer la formation proprement dite.